Merci de votre fidélité à Télé 50. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Gros Plomb. Aujourd'hui, sur nos provinces, les rapports entre l'Assemblée provinciale et le gouvernorat, un peu partout à travers l'ensemble du territoire national, des allégations de corruption, les bruits de corruption courent un peu partout, dans toutes nos provinces, et bien, entre des candidats véreux qui ont beaucoup d'argent pour corrompre les députés et provinciaux. Et dans certaines provinces, ce sont les mots d'ordre qui dominent, les mots d'ordre des autorités morales. Faut-il finalement, n'est-ce pas, nommer des gouverneurs des provinces? Parce qu'au terme de ces élections, si c'est par rapport à la corruption, n'est-ce pas, vous verrez qu'avant la fin de l'année, beaucoup de gouverneurs auront des difficultés à bien gérer parce qu'à la merci des députés provinciaux. C'est peut-être le point de vue partagé avec notre invité d'aujourd'hui, Maître Gabin Kapenda, analyste indépendant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Crespin. C'est avec plaisir que j'ai répondu favorablement à cette invitation. Vous êtes analyste indépendant, je l'ai dit. Vous n'êtes pas du tout politique. Vous ne faites qu'observer ce qui se passe sur le terrain, notamment chez vous, parce que vous nous venez de la province de Lualaba, une province en vue, une province qui fait beaucoup parler d'elle, parce que là-bas, c'est pratiquement la province économique du pays. Alors, beaucoup de langues aujourd'hui se délient pour dire qu'il faudra que le président Tshisekedi, finalement, nomme les gouverneurs des provinces, parce que les bruits de corruption, n'est-ce pas, font mal, et ça, c'est un peu partout. Merci beaucoup pour cette observation, M. Crespin. Je suis totalement d'avis pour que le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, puisse procéder à la nomination des gouverneurs et vice-gouverneurs, plutôt qu'ils soient l'émanation des assemblées provinciales. Nous savons tous ce qui s'est passé avec la législature passée lors du premier mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Tous ces représentants en province, je dis bien tous, dans toutes les 26 provinces, ont été inquiétés, pour ne pas dire mis à l'écart, dégommés, pour reprendre son expression, par les assemblées provinciales. Leur laisser encore une fois les mains libres pour agir et continuer à faire pression et chantage sur les exécutifs provinciaux serait encore une fois laisser libre cours à l'arbitraire. Parce que de tout ce temps, les assemblées provinciales, à la place d'être l'église au milieu du village, ont été des instruments de la déstabilisation de nos provinces. Le cas le plus patent, le plus flagrant, c'est celui de la province du Lualaba. Oui, tout à fait, on va y arriver, mais des juristes comme vous, n'est-ce pas, évoquent plutôt la violation de la Constitution si le président a décidé de nommer des gouverneurs des provinces. Je ne rentrerai pas dans l'expression violation de la Constitution, d'autant plus que nous avons déjà une jurisprudence en la matière. Des commissaires spéciaux du temps de Joseph Kabila ont été nommés, alors que nous avions encore cette même constitution qui était en vigueur. Il y avait le démembrement des anciennes provinces, il fallait à tout prix nommer les animateurs de ces provinces. Ainsi donc, une ordonnance d'investiture des commissaires spéciaux avait été signée par rapport à ça. Pour ce qui est de la violation de la Constitution, je voudrais ici parler en tant que juriste. Le constituant congolais a été clair. Je vais ici évoquer l'article 198 de notre Constitution qui fixe les modalités d'élection des gouverneurs, d'exercice de leur mandat, ainsi que de la fin des mandats des gouverneurs et vice-gouverneurs. Tout à la fin de cet article 198, il est stipulé que les mandats des gouverneurs prennent fin par la démission du gouverneur, la mort du gouverneur, la mise en accusation du gouverneur, la motion de censure de l'Assemblée provinciale, ainsi que la révocation par le chef de l'État. Nous savons tous que du point de vue du droit administratif congolais, le pouvoir de révocation en droit administratif implique toujours son corollaire qui est celui de la nomination. Administrativement, vous ne pouvez pas exercer l'un de ces deux pouvoirs. Il faut exercer les deux à la fois. Si vous avez la capacité de révoquer quelqu'un, c'est que administrativement, vous pouvez le nommer. Ainsi donc, la Constitution, en son article 198,
en consacrant la fin d'un mandat d'un gouverneur par la révocation par le chef de l'État, consacre aussi implicitement le pouvoir pour le chef de l'État de le nommer. C'est tout à fait logique, c'est du droit administratif. On ne peut pas révoquer quelqu'un qu'on ne sait pas nommer. Mais puisque le chef de l'État a le pouvoir de révocation des gouverneurs, cela veut dire qu'implicitement, il a le pouvoir de nomination. Et s'il exerçait ce pouvoir, ce n'est pas une violation, parce que consacré par la Constitution en son article 198. Ça va rester peut-être un débat entre vous qui êtes juriste. Il y a beaucoup de contradictions là-dessus. Alors, si aujourd'hui Tshisekedi décidait de nommer des gouverneurs, quel sera le côté positif de cette nomination en ce qui concerne votre province, parce que vous venez de loin là-bas? Merci beaucoup, monsieur Crispin, pour cette question très pertinente. Pourquoi moi, à mon avis, j'insiste et je persiste en signant que le chef de l'État devrait nommer les gouverneurs et vice-gouverneurs. Nous savons d'abord que la première raison, c'est la raison sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Si l'on s'évertue à continuer à espérer d'organiser dans ces circonstances, dans ces conditions d'insécurité sur l'ensemble du territoire national, dès les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, nous courons le risque de nous retrouver dans certaines provinces avec des gouverneurs même de la rébellion. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la rébellion congolaise a suffisamment de moyens pour pouvoir soudoyer les voix de nos députés. Les gouverneurs de province sont les représentants directs du chef de l'État en province. Il est tout à fait logique que les représentants du peuple, du chef de l'État en province, ceux-là qui sont censés implémenter la vision du chef dans les provinces, puissent dépendre de son pouvoir discrétionnaire. Si tout dépendait de moi, je n'accepterais pas que mes représentants puissent être à la merci, puissent être nommés par d'autres personnes, parce que peut-être ils n'auront pas la confiance totale émanant de moi, en tant que chef d'État, si je pouvais l'être, et qu'ils puissent être à la merci de ces mêmes assemblées, parce qu'étant leur émanation, à tout moment, on pouvait les dégommer. Et il y en a qui travaillent dans la peur, parce qu'à tout moment, on peut appuyer sur le bouton. Tout à fait. À la place que les gouverneurs puissent travailler pour matérialiser la vision du chef de l'État, ainsi donc travailler, être au service du développement de leur province, ils sont par contre là à asseoir, à répondre aux caprices des députés, certains députés affairistes que nous avons dans nos différentes assemblées. Ici, je vais vous dire quelque chose pour ne pas parler d'abord de ma province. Déjà là, nous connaissons tous les tractations qui se passent dans les différentes assemblées provinciales, juste pour l'installation des bureaux définitifs. Des scandales partout. Au Katanga, déjà, le bureau d'âge, le président du bureau d'âge a déjà été dégommé. Pas plus tard qu'hier, à Kinshasa, ici, c'est un autre scandale. Je dis scandale parce que le président du bureau d'âge n'étant pas là, c'est le secrétaire qui organise les élections du bureau. Vous voyez l'imbroglio dans lequel la sphère politique congolaise est en train de tremper. Sur ce, le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il doit taper du poing sur la table pour dire net. Les assemblées provinciales, à mon avis, sont budgétivores pour la République et je serais tout à fait d'accord pour qu'elles soient totalement fermées. Alors, c'était une constitution importée. Est-ce que ceux qui ont, n'est-ce pas, élaboré ces textes étaient trop laxistes? Est-ce qu'on a laissé faire une situation, finalement, qui nous complique la vie? Parce que, prenez la province, des provinces comme les Sankourou, comme les Kasaï, comme le Maniema, où c'est tous les 6 mois, vous avez un nouveau gouverneur et ça n'avance pas. Comment voulez-vous que dans un tel climat politique, avec une atmosphère aussi chaude dans nos assemblées provinciales, des députés affairistes qui viennent aux affaires non pas pour travailler pour le peuple, mais pour se faire une certaine santé financière, au bout de chaque 6 mois, on doit dégommer un gouverneur pour apporter un autre. Quand est-ce qu'on aura le temps d'implémenter la vision du chef de l'État pour que nos provinces se développent? Ici, j'attire la sonnette d'alarme. J'attire les autorités nationales à être regardants sur tout ce qui va se passer dans les différentes assemblées provinciales. Parce que déjà, ce sont des cris. Tout au début déjà, juste pour l'installation des bureaux définitifs, déjà c'est des problèmes partout. Au Lualaba, n'en parlons même pas. On va y arriver, je sais qu'on va y arriver. Déjà là, les populations s'entredéchirent, ils s'entretuent
sur les réseaux sociaux, ce sont des messages de haine, de tribalisme, de contestation, de ceci ou de cela. Dans ce climat, le développement, le petit peuple n'aura rien à attendre, et de nos exécutifs provinciaux et de nos assemblées provinciales. Vous tirez cette sonnette d'alarme, vous interpellez les autorités nationales installées à Kinshasa, mais une certaine opinion pense que ce sont les mêmes autorités qui tirent les ficelles. Vous avez ici à Kinshasa des députés provinciaux qui sont ici dans des communes comme Kasavubu. Il y en a même qui passent nuit à 3 sur un lit parce que invités par l'autorité morale, et parfois des téléphones confisqués en attendant les fameux mots d'ordre. Est-ce que vous ne faites pas appel à des gens qui sont déjà à la base de ces désordres dans nos provinces? Tout à fait. Je suis vraiment d'avis avec vous quant au fait que les mots d'ordre, ce sont des choses à bannir dans la sphère politique congolaise. Pourquoi? Parce que le député est d'abord élu du peuple, représentant du peuple. Quand bien même il soit élu sur la liste d'un parti politique, il est redevable pour certaines choses à son parti politique ou regroupement politique. Mais d'abord, le mandat qu'il a, c'est un mandat électif, et ses électeurs, c'est le peuple envers qui il est redevable. Nous avons des députés, une fois élus, ils se fichent de son électorat, de sa base, c'est autorité morale, dictat de nos regroupements politiques et tout consort. Ils n'ont même pas le temps, pour ce qui est des élections, eux, en tant que grands électeurs, ils doivent se référer à leur base naturelle pour savoir qu'est-ce que vous en dites des candidats députés. Non, ils n'en font qu'à leur tête. C'est une culture politique qu'il faudra à tout prix bannir. Pourquoi? L'influence des politiques dans la vie sociale de nos populations a un impact négatif et ça n'apporte pas le développement à nos provinces. C'est quelque chose qu'il faut décourager. Voilà pourquoi, pour mettre hors d'état de nuire ces autorités morales qui ont tendance à donner des mots d'ordre sur qui voter, qui n'est pas voté, il relèvera du pouvoir discrétionnaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nommer ses représentants en province, parce que seul, et lui seul, aura le dernier mot pour la nomination. Alors, je reviens sur ma question, parce que c'est un vœu, en tout cas, on sent que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut absolument nommer des gouverneurs des provinces. Je reviens à votre province, vous êtes des lois là-bas. Est-ce qu'il y aura une valeur ajoutée? Quelque chose qui fera avancer un peu la province, un peu plus. C'est vrai que la province a connu un élan de développement parce que sur ce plateau, nous recevons des communicateurs, n'est-ce pas? Il y a plus de 200 chantiers ouverts à travers la province. Est-ce que ça changerait la donne un peu plus si un gouverneur est nommé? Je suis tout à fait d'accord avec vous quant au fait que ça changera la donne. Oui. Le Lualaba est non seulement une province minière, riche en ressources minières et minéralières, mais aussi en ressources humaines. L'entre guillemets de la bonne gestion qu'on nous vante très souvent ici à Kinshasa, par, évidemment que vous le dites, par les communicateurs, parce que quand on dit communicateur, quelqu'un, il passe sur le plateau pour dire à l'opinion publique ce qu'on lui a dit de dire. Non, mais ils ne disent pas que le mensonge. Ils ne disent pas que le mensonge. Je ne veux pas rentrer dans ce débat de qui a fait quoi, qui a fait quoi. Je pense que sur ce plateau, j'ai déjà eu à le dire à plusieurs reprises, ma province du Lualaba mérite mieux. Mieux en termes d'infrastructure, mieux en termes de leadership, mieux en termes de représentation populaire. Parce que même les députés provinciaux que nous avons, pour la plupart, il y en a qui sont à leur place. Mais pour d'autres, ils ne sont pas à leur place parce que ce sont des gens qui ont cautionné, qui ont travaillé à la déstabilisation de ma province. Pour revenir à ce que vous venez de dire, nommer les gouverneurs pour ce qui est de ma province relèverait de ce flair pour le chef de l'État de vouloir, l'intention manifeste de vouloir sauver cette province. La province du Lualaba est restée pendant 3 ans dans une situation d'irrégularité totale, connue de tous, cautionnée par tout le monde. C'est l'occasion, ici, pour ma province, de retourner sur le chemin de la légalité. Pourquoi je dis ça? Il y a une situation totalement inédite qui s'est passée à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Avec l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Vous avez tous vu le tollé que ça fait sur les réseaux sociaux. Je me permets de vous dire ici que le bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba
est constitué majoritairement, tous les postes, une et une seule tribu, parmi autant que comprend la province du Lualaba. S'ils sont compétents, s'ils sont intelligents, s'ils ont battu campagne, s'ils sont aimés par les collègues députés, où est le problème? Effectivement. Je reviens sur ce que vous venez de dire. Nous ne sommes pas dans un débat sur les compétences des députés ou l'incompétence, non. Parce que du point de vue des élections, notre Constitution parle des conditions ou des critériums pour être élu. Il faut être notamment la compétence. Il y a le poids politique aussi. Il y a le plus grand point, c'est la notion de la géopolitique. Ici, chez nous, la géopolitique est constitutionnelle. L'article 17, si je ne m'abuse, de la Constitution le stipule clairement. Aucune tribu, aucune personne ne peut faire l'objet d'une quelconque discrimination pour son appartenance à une tribu, à une catégorie donnée, à un parti, à un regroupement ou à une race, à une religion. Mais ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale du Lualaba, c'est du pur tribalisme. La soif manifeste de vouloir tout s'accaparer au nom du népotisme tribal. Ce n'est pas normal que une et une seule tribu, ici je parle de la tribu Ndembo, à laquelle moi-même qui vous parle, je fais partie. Donc ce sont vos frères? Ce sont mes frères Ndembo. Au nom de quoi peuvent-ils se prévaloir d'avoir une certaine suprématie sur les autres tribus? C'est une attitude qui sème le désordre, qui met en danger la cohésion provinciale. Déjà que là, chez moi, ça chauffe, ça bouillonne. À tout moment, j'interpelle les autorités nationales pour avoir un œil regardant sur. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres candidats, n'est-ce pas, des autres tribus qui étaient dans la course et qui ont battu campagne et puis n'ont pas été acceptés ou ont été débarqués des forces? Par quel mécanisme? J'aimerais bien comprendre. Oui, s'il y avait d'autres candidats, des autres, à chaque poste, des autres tribus, élus à l'Assemblée provinciale, n'est-ce pas, et qui étaient en course, et qui ont été peut-être empêchés des forces, et par quels moyens? Oui, il y a eu deux candidatures. La première, elle est celle de l'honorable Eddy, qui est du regroupement AAUNC, qui a eu, ce n'est même pas lui-même, qui a peut-être, vous ne connaissez pas cette version des faits. Hier, j'ai suivi sur vos antennes ici dans Club 50 un communicateur de la province du Lualaba qui est passé pour nous raconter du n'importe quoi sur les réseaux. C'est là où je me dis que, quelque part, l'honnêteté politique nous demande à avoir un peu d'élégance, un peu de bon sens dans ce que nous faisons. L'honorable Eddy a été porté par la communauté ronde. Et c'est la communauté qui était partie déposer la candidature pour lui. Mais le même jour, au poste de vice-président, parce qu'en tant qu'union sacrée, la deuxième force politique du côté de la majorité dans l'Assemblée provinciale du Lualaba revient au regroupement AAUNC qui a 3 députés. Il devrait logiquement avoir le poste de vice-président de l'Assemblée provinciale. La communauté a déposé la candidature. Il ne restait plus que la lettre d'investiture de son parti politique. On a déposé la candidature dans le délai, mais le bureau d'âge avait fixé la clôture des dépôts de candidatures 2 jours avant la campagne et 3 jours avant les élections. Le premier jour à 11h. Et pourtant, c'était un jour ouvrable où les services administratifs sont censés fonctionner de 7h à 16h30. La lettre d'investiture de l'honorable Eddy est arrivée au bureau d'âge de l'Assemblée provinciale à 14h. Donc, dans les heures administrativement ouvrables. Et on n'a pas repris le nom de ce candidat, comme quoi ça n'a pas été déposé à temps. Au nom de quoi? Au nom de la cohésion provinciale. Comme il était d'une autre communauté, pourquoi ne pas laisser? Parce que ça n'avait empêché en rien le travail qui devrait être fait à l'Assemblée provinciale. Le fait que la lettre d'investiture soit arrivée 3 heures après la clôture. Pourquoi clôturer à 12 heures et le même jour? Pourquoi ne pas prolonger le dépôt? Parce que le jour suivant, c'était la campagne. Le premier fait. Le deuxième fait, il y a un autre député, une autre députée, élue de Lubudi, l'honorable Véronique, qui a postulé
à la question de l'Assemblée provinciale du Lualaba, la vidéo, elle est là. Elle s'est prononcée, elle a été victime Son des dossier a menaces. été déposé. Déposé à temps. Et pour puis elle, à temps. Mais elle a été forcée à se rétracter. Pourquoi? Parce qu'elle a dit du haut de la tribune de l'Assemblée provinciale qu'elle a fait l'objet des menaces internes et externes pour se retirer de la course pour soi-disant n'étant pas originaire du Lualaba, autochtone du Lualaba. Ce qui laisse à penser que l'Assemblée provinciale du Lualaba, à la place d'être l'église au milieu du village, à la place d'être le temple de la démocratie, est devenu le culte du tribalisme. Ce n'est pas normal. Une élue, députée de Lubudi, qui postule, et elle le dit en pleine plénière, devant tout le monde, les images sont là. J'ai été obligé de retirer ma candidature parce que faisant l'objet des menaces internes. Qui dit menaces internes parle de l'Assemblée provinciale directement. C'est-à-dire les menaces de ses collègues députés. C'est ça ce que ça veut dire. À ces niveaux-là, je crois que ce sont les députés qui votent le bureau définitif. Ce n'est pas la communauté qui vote parce que vous parlez d'un candidat, sa communauté est allée déposer son dossier ou sa candidature. Ce sont les députés provinciaux qui votent les bureaux définitifs. Ce sont ces députés qui vont voter le futur gouverneur des provinces, même si c'est vrai, les voix s'élèvent un peu partout pour demander à Tshisekedi de nommer des gouverneurs dans toutes les provinces pour éviter ce que vous et moi, sur ce plateau, avons appelé les désordres qui vont s'en suivre avec des gouverneurs éjectés à longueur des journées. Est-ce que si au niveau des députés ça ne passe pas, est-ce que ça devient le problème d'une tribu ou c'est l'Assemblée provinciale qui s'est organisée en interne? C'est là où nous disons, l'Assemblée provinciale s'organiser en interne revient à dire quoi? Parce que ici, là, les honorables députés, ce ne sont pas des petits messieurs. Mais qui est censé régler ça? Au niveau des députés qui opèrent leur choix librement. Justement, d'abord... Est-ce qu'il faut un mot d'ordre? Il faudra que je vous fixe sur une chose. D'abord, il n'y a pas eu vote. Il n'y a pas eu vote. Il y a eu plébiscite. Il n'y a aucun bulletin qui a été trempé dans l'urne, déposé dans l'urne à tous les postes. Ils se sont retrouvés candidats uniques, tous. Et on a procédé au vote par main levée. En soi, ce n'est pas un vote. Ça a été un plébiscite. Le bureau définitif à l'Assemblée provinciale a été plébiscité. Pourquoi ça? Ça montre encore une fois le déséquilibre qu'il y a au sein de cette Assemblée provinciale. Et en tant que première institution en province, elle est censée travailler au développement de la province. Déjà en son sein, il y a des embrouilles, il y a des problèmes. Comment pouvons-nous espérer quelque chose d'une telle assemblée? Est-ce qu'avec l'installation de ces bureaux définitifs, vous qui êtes là-bas, est-ce que vous sentez la frustration? Est-ce que ça change quoi en fait? L'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale est à l'origine de tout ce qu'il y a comme guerre et guerre, frustration intercommunautaire. Allez sur les réseaux sociaux, dans tous ceux-là qui sont dans les différentes plateformes qui parlent du Lualaba, vous allez voir les tollés que cette histoire a fait. Je vous dis ici que moi-même qui vous parle, je suis Ndembo. Mais je ne peux pas cautionner une telle forfaiture. Ce n'est pas normal. Au nom de la cohésion provinciale, cohésion intercommunautaire, nous devons avoir le bon sens. Les députés, les honorables députés devaient avoir le bon sens de se dire, mais non, c'est pas normal. Pourquoi? Qu'avait-il de si urgent à pouvoir refuser même une candidature déposée avec 2 heures de retard d'un candidat qui pouvait amener de l'inclusivité dans ses bureaux? Vous le refusez au nom de quoi? Pourquoi fallait-il menacer de non-originalité la candidature d'une élue du Lualaba? Au nom de quoi? Vous pensez qu'ils ont obéi à un dictat? Ils ont obéi à un dictat, bien entendu, parce que nous savons que tous ceux-là qui sont passés au bureau de l'Assemblée provinciale, le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Lualaba, sont non seulement d'une seule et même tribu, mais d'une seule et même famille politique, d'un seul et même regroupement politique qui a une seule autorité morale, qui est de surcroît candidat gouverneur dans la chère province du Lualaba. Alors, est-ce que vous avez approché vos frères pour dire, mes chers frères, ce que vous faites n'est pas bon? Ou vous préférez faire comme les autres, passer par les réseaux sociaux, les médias pour dénoncer? Moi, je le dis toujours, je suis analyste politique indépendant, leader d'opinion et lanceur d'alerte. Je ne cesse de le dire du haut de cette chaîne. Je suis Ndembo.
mais Ndembo pas comme les autres. Je n'accepte pas une forfaiture allant dans le sens de nuire aux intérêts de ma communauté, tout comme les intérêts des autres communautés. Les autres communautés ne sont pas venues accompagner les Ndembo. Ils sont venus pour participer à la gestion de la chose publique. Ce ne sont pas les députés des autres communautés qui manquent dans notre assemblée. Nous avons des députés Rund, nous avons des députés Chokwe, nous avons des députés... Pourquoi dans le casting qu'il pouvait se faire en tant que première force politique dans cette assemblée, ils ne pouvaient pas tenir compte de l'équilibre géopolitique? Même dans le camp, même quand, dans la famille politique de Mme Masuka, il y a des députés Chokwe, il y a des députés Sanga. Pourquoi ne fût-ce que faire un casting allant dans le sens de la cohésion provinciale? Il fallait à tout prix créer cette frustration en imposant une certaine hégémonie tribale. Je le dis du haut de cette chaîne, que ce qui s'est fait au Lualaba, nous devons y être très regardants, parce que c'est de nature à amener des troubles. Et pourtant, la province pilote du Lualaba a besoin de la paix. C'est que d'ailleurs, nous demandons aux futurs dirigeants de la province, ils doivent être des gens fédérateurs de toutes les communautés. Ils doivent travailler à la cohésion provinciale, l'unité dans la diversité. Comment voulez-vous que nous puissions être dans l'unité, travailler dans le sens de développer notre province, alors que la première institution de notre province est monocolore, monoethnique? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La prospérité, je ne cesse de le dire, n'a de sens que lorsqu'elle est partagée. Figée dans un camp, elle devient sujette à frustration. Alors, une question. Une question. On a connu l'ancien bureau de l'Assemblée provinciale, la dernière législature. Elle était certainement composée de plusieurs tribus, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que cela a apporté en termes d'avancée dans cette province? C'est une très très belle question, parce que tout ce que nous faisons a toujours une jurisprudence. Mais moi j'ai peur que ma province serve de mauvais exemple de la République. Que ma province soit la plus mauvaise jurisprudence de la République. Parce que quand on parle illégalité, il faut voir le loi là-bas. Quand on parle inconstitutionnalité, il faut voir le loi là-bas. Quand on parle tribalisme, maintenant, il faut voir aussi le loi là-bas. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est fait au loi là-bas est toujours en marge de la loi. Pourquoi? Pourquoi le loi là-bas ne peut pas s'aligner comme toutes les autres 26 provinces? Pourquoi? La législature passée, puisque vous avez évoqué cette législature, le président du bureau définitif, c'était l'honorable Kamwini Ntumbo Mataïla, Chokwe. Le vice-président, c'était l'honorable Mouanfoué, Sanga. Déjà, en termes d'équilibre, ça suffit, je ne veux pas continuer là-bas. Le rapporteur du bureau définitif, c'était un Rund, Chimboge. Mais ici, regardez. Je reviens sur ma question. Oui. Qu'est-ce que cet équilibre au niveau du bureau définitif a apporté à la province en termes d'avancée? Oui, en termes d'avancée. Tous, nous avons connu d'où a été tirée la province du Lualaba. De nulle part. Le gouverneur et les vice-gouverneurs étaient en train de siéger dans un hôtel. Les institutions de la République étaient toutes locataires. Les ministres étaient parfois en train, leur bureau c'était dans leur propre maison parfois. Mais cette cohésion intercommunautaire a fait que le boom, l'élan de développement s'est enclenché automatiquement et nous avons vu la série des infrastructures de nos institutions qui ont commencé à naître avec le gouvernorat et tout ce qui s'en est suivi. Non seulement ça, il y avait la paix autour de toutes les communautés. Chaque fois qu'il y avait un problème, il y avait quelque chose qui devait être fait. On rassemblait les gens autour d'une même table. Ils pouvaient parler. Parce que même pour ce qui est des élections des sénateurs, c'est la même chose qui a été faite. C'était un consensus général. Toutes les communautés s'étaient mises autour d'une même table pour se décider en ce qui concerne nos sénateurs. Eh bien, la représentativité doit être de rigueur. Ils ont tenu compte. Il y a eu des sénateurs Chokwe, sénateurs Ndembu, sénateurs Rund, sénateurs Sanga. Cet équilibre géopolitique fait que, même si vous avez une bonne vision pour la province, vous allez trouver un climat ambiant là où vous allez facilement implémenter votre vision. Mais si tout se fait dans le désordre, tout se fait dans le tribalisme, tout se fait dans le sens de s'accaparer du pouvoir pour une et une seule tribu, ça crée les frustrations chez les autres. Déjà, là je vais vous faire part d'une chose. Déjà, il y a certains noms qui circulent comme quoi les Ndembo risqueraient de prendre tous les postes au niveau
au niveau de la ville de Kolwezi, notamment le poste de maire de la ville. On est en train d'envisager de mettre encore une fois Ndembo. Les postes de bourgmestre, toujours. Pourquoi cet appétit vorace à vouloir tout s'accaparer autour de soi? Il y a même des noms qui circulent, les futurs bourgmestres et les futurs maires qui sont déjà connus. Mais curieusement, malheureusement, ils sont tous de l'obédience Ndembo. Je le dénonce encore. Il y aura les élections, en tout cas, des bourgmestres. Peut-être plus tard pour les maires de la ville. Le lit est déjà fait. Question. Le lit est déjà fait. Oui, lit est déjà fait pour les bourgmestres et les maires. Parce qu'il y a déjà une ossature bien faite au cas où les élections sont organisées. Ce sera encore une fois du plébiscite comme à l'Assemblée provinciale. D'ici là, le 29 en tout cas, avril, dans quelques jours, il y aura élection de gouverneur dans votre province aussi. Oui. Gouverneur, élection des sénateurs aussi. Est-ce que vous craignez qu'il y ait toujours ce que vous avez dénoncé comme déséquilibre? Tout à fait. Et nous sommes en train de partir tout droit dans ce cul-de-sac-là. Parce que déjà, en termes de candidature, la candidature qui fait l'unanimité au sein de la première force politique au sein de l'Assemblée provinciale du Lualaba, c'est la candidature de l'honorable Fifi Masuka Saini. Elle est déjà candidate gouverneur. C'est-à-dire, les grands électeurs étant les députés provinciaux, qui sont majoritairement de son obédience politique, c'est-à-dire nous courons, la province court le risque encore une fois d'avoir et le président de l'Assemblée et tout le bureau définitif de Ndembo, le gouverneur de province aussi Ndembo. Chose que moi ici, je voudrais, peut-être que ça fait rire, mais moi je suis en train de parler de l'avenir de toute une province, du devenir de ma province. Comprenez le souci que j'ai. C'est par nostalgie, par défense de ma province que je me permets de quitter ma province pour venir ici expliquer le danger. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui, parce que là, on a presque... Oui, laissez-moi terminer, M. Crispin. D'ici le 29, les élections seront couplées. Les élections des gouverneurs et des sénateurs au même moment. La même candidature de Mme Fifi Masuka, elle est aussi candidate sénatrice. Cette fois-là, elle est candidate sénatrice comme A24 de sa famille politique. Mais elle est aussi, elle devient la même personne. Regardez la confusion que l'on met dans la tête de l'opinion publique. La même personne, candidate sénateur pour le cadre de A24 ou A25. La même personne, candidate gouverneur dans le cadre de l'indépendant. Elle est indépendante. Vous voyez la confusion dans laquelle on se retrouve. Alors maître, quel message vous... Le danger par rapport à ça, c'est quoi? Au même moment qu'elle sera gouverneure, le bureau de l'Assemblée provinciale, qui est l'organe de contrôle de l'exécutif provincial, est constitué majoritairement de ses enfants politiques. Quel est cet enfant politique qui va contrôler sa maman, sa marraine politique? Ça sera du favoritisme. Donc, alors, sur le plan du développement de la province, je le dis encore une fois, ma province sera en danger parce que l'exécutif ne saura pas bien faire son travail de contrôle. On a tous compris maintenant. Ils ne sauront pas contrôler l'exécutif. Vous avez 30 secondes pour parler à vos frères déjà, qui sont majoritaires à l'Assemblée provinciale, qui ont décidé d'installer un bureau ici d'une seule tribu, ça c'est ce que vous avez dit ici, et qui vont bientôt élire un gouverneur et des sénateurs. Quel message vous donnez à vos frères qui sont députés provinciaux? Là, c'est pour terminer. Là, en tout cas, à mes frères députés provinciaux, je les appelle au bon sens. Je les appelle à voter utile si élection il y aura. Déjà que la province est en train de foncer dans un cul-de-sac, déjà que leur élection au bureau définitif a fait polémique, il est temps pour eux de se ressaisir, d'avoir le bon sens pour éviter que la tombe et que la province soit dans l'hécatombe. Je les appelle au bon sens, c'est-à-dire de voter utile. Mais par la même occasion, j'interpelle le chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Au Lualaba, les institutions ne fonctionneront pas normalement parce que nous avons un bureau de l'Assemblée provinciale censé exercer le contrôle sur l'exécutif, mais qui dépend totalement politiquement de l'exécutif. C'est inconcevable. Un gouverneur qui est autorité morale de ses contrôleurs. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. La province risque de sombrer dans un chaos indescriptible. Là est ma dernière parole. Merci beaucoup Maître Gabin Kapenda, analyste indépendant. Il nous vient de la province du Lualaba. Oui, lui il soutient, n'est-ce pas, la nomination du gouverneur parce que des allégations de la corruption, oui, le bruit court partout à travers nos 26 provinces et ce n'est pas normal.
Maître, merci beaucoup d'être passé sur Télé 50. J'aurai le plaisir de vous revoir peut-être après les élections pour voir si vos frères que vous aimez tant, n'est-ce pas, ont placé à la tête de la province un de l'air encore une fois de plus. Merci beaucoup. Merci, je vous retrouve pour moi. prochainement sur ce même plateau avec les mêmes plaisirs. Et à très très bientôt.